Bonjour et bienvenue à cette balado-diffusion. Je suis Eddie Balamboula, consultant réglementaire en immigration canadienne. J'accueille pour vous aujourd'hui M. Sébastien Bianchin, également consultant réglementaire en immigration canadienne. Ensemble, nous allons discuter, échanger sur le nouveau programme la nouvelle voie d'accès à l'immigration canadienne. Comme vous le savez, cette balado-diffusion a pour mission, objectif en fait, de partager avec vous, d'échanger tout simplement avec différents intervenants sur des questions d'immigration et d'actualité en tout cas au Canada. Aujourd'hui, Sébastien Bianchin, qui est spécialiste en immigration canadienne, va nous expliquer en long et en large, en tout cas avec le temps que nous aurons, en quoi consiste ce programme, pourquoi il a été créé et beaucoup d'autres questions ou des préoccupations que nous avons. Nous allons lui poser les questions. Mais avant cela, je voudrais te remercier, Sébastien, d'avoir accepté cette invitation, d'avoir accepté de mettre ton temps, ton précieux temps de côté pour nous accorder un peu de temps et d'échanger aujourd'hui pour le bénéfice de nos auditeurs et de ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube et qui vont également apprendre à te connaître. Et donc, merci beaucoup à toi, Sébastien, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir invités, de m'avoir invité. Je suis très honoré d'être là et de participer à ce balado et d'être présent et de pouvoir m'exprimer devant vos auditeurs. Donc oui, je me présente, Sébastien Bianchin. Je suis, comme tu l'as dit, consultant réglementaire en immigration canadienne également. Je suis le fondateur de Up North Immigration Consulting. Je suis alors la société est basée à Vancouver parce que c'est de là d'où je viens, mais je suis maintenant basé à Gatineau depuis quelques mois, depuis 2 mois. Et donc, on fait du service à la personne. Donc, on procure des services aux gens qui veulent immigrer de façon durable au Canada ou qui veulent rester au Canada pour ceux qui y sont déjà, trouver des solutions afin de rester. Et pour les gens qui n'y sont pas encore, des solutions afin de pouvoir venir, étudier, travailler, toutes ces choses-là. Et donc, vous aidez, vous accompagnez ceux qui veulent venir s'installer au Canada. Mais vous dites que vous étiez à Vancouver avant et maintenant vous êtes dans la région de la capitale Ottawa-Gatineau. Pourquoi avoir décidé de faire ce changement, Sébastien? Pour 2 raisons. La principale raison, c'est qu'on a des enfants maintenant, on a 2 enfants en bas âge et c'est clair que Vancouver devient assez cher, surtout quand on commence à avoir des enfants. OK. Et une raison aussi particulière, c'est que mon épouse travaille dans la traduction et donc elle va potentiellement travailler pour le gouvernement. Donc, on voulait se rapprocher de la capitale justement pour ça. Très intéressant. OK, OK, c'est une raison bien légitime. Mais quelque chose m'intrigue, Sébastien. Alors, j'ai appris de toi que tu es un physicien. Alors, tu as un doctorat en physique nucléaire. Alors, quelle est la relation, Sébastien, entre la physique nucléaire et l'immigration? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Aucune relation. Non, le parcours s'est fait totalement au hasard. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, oui, effectivement, je suis à la base chercheur en physique nucléaire. C'est mon domaine d'activité principal. Enfin, c'était mon domaine d'activité principal. Maintenant, je suis à 100% dans l'immigration. Je fais encore un peu de recherche sur le côté, mais c'est mon principal gagne-pain maintenant, c'est l'immigration. Ce qui s'est passé, c'est un concours de circonstances. En fait, je travaille dans la recherche quasiment toute ma vie. Je travaillais en Allemagne de 2004 à 2010. J'ai travaillé pour un gros laboratoire en Allemagne. Quand on m'a appelé, on m'a proposé un travail au Canada. On m'a dit, on a un laboratoire aussi ici. Les gens ne savent peut-être pas, mais au Canada, il y a il y a le plus grand cyclotron du monde qui est localisé à Vancouver. Donc, Ah bon? OK. Non, je ne on le m'a savais pas, contacté ça. pour aller travailler là-bas. Ouais, OK. dans le Guinness des records. On m'a contacté pour travailler là-bas. Alors, on m'a dit, quand on m'a appelé, on m'a dit, voilà, j'ai un travail pour vous au Canada. Donc, immédiatement, moi, j'ai dit non. Parce que le froid, tout ça, ça me faisait ça me faisait pas rêver du tout. Après, on m'a expliqué Vancouver, c'est pas le froid, il fait pas froid en Vancouver, etc., etc. Donc là, j'ai dit OK, je me suis renseigné, j'ai dit oui, c'était une belle opportunité. Donc je suis allé. L'idée, c'est de rester 1 an ou 2
parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas tout ce qui était immigration. Donc, je me rends compte maintenant de toutes les démarches que mes employeurs ont dû faire pour me faire venir, Mhm. études d'impact sur le marché du travail, ces choses-là. OK, OK. Et donc, l'idée, c'est j'avais un permis d'1 an. Donc, je suis venu 1 an, qui a été renouvelé une deuxième année. Et je comptais vraiment partir. Je ne comptais pas rester. OK. Et finalement, 10 ans plus tard, j'étais toujours à Vancouver. Et Tu es voilà, tombé c'était en amoureux de 2010. Vancouver? Un peu, et puis c'était un concours de circonstances, ça s'est prolongé. À l'époque, les auditeurs ne savent peut-être pas, mais à l'époque, il y avait une règle, ce qu'on appelait la règle des 4 ans. On ne pouvait pas rester plus de 4 ans OK. en tant que travailleur temporaire au Canada. Après ça, il fallait soit demander la résidence permanente, soit partir. Oui. Donc moi, j'ai demandé la résidence permanente, et puis c'est comme ça que je l'ai obtenue. À côté de ça, je suis devenu... j'ai rencontré une communauté francophone à Vancouver, donc de Français, qui étaient déjà bien installés. J'ai découvert ce qu'étaient les PVT, ces choses-là, je ne connaissais pas du tout. En fait, Et ce que vous dites, c'est qu'il y a une grande communauté francophone à Vancouver. Moi, je il y a une communauté de bonne taille à Vancouver. Il y a beaucoup de gens qui viennent justement avec le permis vacances-travail. OK. Au Canada, les gens viennent soit à Montréal, en gros, avec ce permis-là, soit à Toronto, soit à Vancouver, les grandes villes, disons. OK, c'est ça. OK. Et donc, il y a beaucoup de gens qui étaient là avec ce permis-là. Des gens qui venaient, à l'époque, c'était 1 an, maintenant c'est 2 ans pour les Français. Mhm. Et donc, j'ai découvert ces Français-là. En fait, c'est venu du fait que, voilà, à Vancouver, c'est pas une ville, c'est une jolie ville, mais c'est pas une ville très, très festive. Et de fil en aiguille, voilà, on m'a dit, bah, pourquoi tu t'en fais pas ton métier, tout Mhm. simplement. Ah, Et j'ai d'accord. réfléchi à l'idée. J'étais un peu précipité par le fait que les choses vont changer avec le nouveau collège et la nouvelle façon de La nouvelle devenir consultant réglementation, oui. immigration. Mhm. Donc, ça m'a un peu précipité. Je me suis dit, bah, voilà, c'est la dernière année où c'est comme ça, donc je vais m'inscrire. Ouais. Voilà, je suis dans une des dernières promotions de UBC, donc à Vancouver, et je suis officiellement consultant d'immigration depuis décembre 2020. Mais félicitations. Voilà, Félicitations, c'est très merci. bien. Je pense, est-ce que tu ne regrettes pas ton saut, j'imagine? Tu aimes Non, bien non, l'immigration. pas du tout, pas du OK. tout, pas du tout. Et comme Oh, je disais, d'accord. c'était pas prévu que je fasse ça à temps plein. Moi, je vais continuer la recherche et faire ça un peu sur le côté, comme je le faisais tout le temps, OK. bénévolement. Mais finalement, maintenant, c'est un peu l'inverse. Et je fais vraiment ça à plein temps. Et c'est vrai que c'est prenant parce qu'on pense beaucoup à l'immigration, aider les gens, tout ça. Mais bon, vous devez savoir aussi, c'est la même chose pour vous. Il y a beaucoup d'administratifs derrière. Il y a beaucoup de choses qui se greffent auxquelles on Absolument. ne pense pas forcément au départ. C'est sûr. Absolument. Absolument. Et donc, finalement, ça veut dire que vous étiez vraiment impliqué dans la communauté francophone là-bas à Vancouver et c'est ce qui vous a conduit tranquillement à vous intéresser beaucoup dans l'immigration et à devenir consultant réglementé. Est-ce que vous avez un domaine d'immigration qui vous intéresse plus particulièrement? Est-ce que c'est plus les programmes francophones ou bien vous travaillez dans n'importe quel domaine d'immigration, je veux dire l'immigration au Canada? Je suis intéressé par tous les domaines. Parce que j'ai envie d'apprendre, tout OK. simplement, maintenant que je vais faire ça. C'est vrai que je fais très peu d'étudiants, par exemple, ou de choses comme ça. Euh, de ce que je fais au quotidien, euh, pratiquement la plupart du temps, c'est de dealer avec des francophones. D'accord. Donc, je fais beaucoup de permis de travail C16, donc mobilité francophone. Ça, j'en fais énormément. OK. Entrée express. En fait, c'est ça, c'est toujours. La plupart de mes clients sont encore des gens de mon réseau francophone et c'est des gens qui, petit à petit, maintenant, ça commence à être moins le cas et je commence à avoir des clients non francophones qui viennent d'autres communautés. Euh, le fait d'être parti un peu sur la côte Est maintenant, je reçois plus de sollicitations d'étudiants parce qu'il y D'accord. a beaucoup plus d'étudiants francophones, encore une fois, qui viennent dans l'Est que dans l'Ouest Mhm. par rapport au coût des études, etc. Mais voilà, essentiellement, en ce moment, en tout cas, là, je viens de commencer, j'en suis à quelques mois de pratique. Mhm. Essentiellement, ça reste beaucoup de mobilité francophone et aussi de permis pour les conjoints de fait, etc. Mais c'est la même chose. Et d'entrée express. Et aussi, maintenant, avec ce nouveau programme dont on va parler, j'ai fait déjà quelques demandes de ce nouveau programme parce que ça concerne aussi beaucoup les francophones. Voilà, On va tout en à parler fait. tout à l'heure, je pense. Tout à fait. Ouais. Et donc, voilà, pour vous, les auditeurs, vous savez qui appeler, vous avez besoin d'aide, surtout pour vous, les francophones. Vous avez Sébastien Bianchi qui est là
disponible pour vous aider. Balkan Immigration Services, et avec Eddie Balamboula aussi, nous sommes également disposés à vous aider. Vous allez certainement suivre notre balado aujourd'hui et vous allez en apprendre davantage sur différentes façons, différents programmes, comment nous pouvons vous assister. Alors donc, Sébastien, aujourd'hui, nous parlons de la nouvelle voie d'accès à la résidence permanente. C'est un programme qui a été récemment annoncé par le gouvernement du Canada, le ministre de l'Immigration, M. Marco Mendicino. Le programme a déjà commencé. En fait, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos au sujet de ce programme? Qu'est-ce que c'est? Alors oui, c'est un programme qui a été annoncé, si je me souviens bien, le 14 avril dernier par donc le ministre de l'Immigration, qui a... C'est un programme qui, je pense, tente de concilier les objectifs de l'IRCC en termes d'immigration et la crise qu'on vit actuellement. On rappelle que il est prévu que cette année, en tout cas 2021, le grand plan d'immigration entre 2021 et 2023, c'est presque 1,4 million d'immigrants, de nouveaux immigrants au Canada. 1,2 million à peu près. 1,2 million, oui, pardon. Donc, c'est pas loin de 400 000 par an. Donc, l'objectif de cette année, c'est 400 000 par an. Évidemment, pas tous forcément des immigrants économiques. Il y a évidemment des réfugiés, des gens qui immigrent via les voies familiales, les parents, grands-parents, les choses comme ça. Mais ça nous laisse quand même des centaines de milliers d'applicants, de demandes, en tout cas, de résidence permanente par des voies économiques. Et comme on traverse une crise sanitaire en ce moment, les frontières sont un peu fermées. L'idée, c'est justement comme il est difficile de faire venir maintenant des gens de l'étranger, en tout cas en résidence permanente, parce que les programmes, notamment le programme des travailleurs qualifiés, il n'est pas coupé, mais il n'y a pas de tirage pour cette catégorie. L'idée, c'est de privilégier des gens qui ont travaillé, qui ont participé à l'économie du pays pendant la crise et qui continuent de participer à l'économie du pays en ce moment. Ça s'inscrit aussi dans le chemin de ce tirage qu'il y a eu en février où on a décidé, le ministre a décidé d'inviter tous les gens qui étaient candidats à la catégorie d'expérience canadienne. Donc, il y avait au moins 1 an d'expérience au Canada. Même les gens qui n'avaient pas beaucoup de points ont été invités. Tous ceux qui étaient éligibles à ce programme ont été invités. Il y a eu 27 000 personnes invitées. Et je pense que c'est parce que voilà, il faut trouver 400 000, il faut atteindre ces objectifs d'immigration. Les objectifs doivent être atteints, Exactement. Et du coup, comme on ne peut pas forcément venir des gens de l'extérieur, pardon, on va privilégier les gens qui ont une expérience au Canada. Et c'est aussi quelque part pour remercier ces professionnels qui ont travaillé pendant la pandémie. C'est pour ça qu'on va retrouver il y a une catégorie spéciale justement pour les étudiants qui ont étudié pendant la pandémie, parce que ce n'est pas facile pour eux cette année, évidemment. Et il y a une catégorie dédiée aux personnes de santé, qui, on sait, ont été en première ligne pour Absolument. Durant la pandémie. OK. Mais apparemment, il y a quand même, bien sûr, on va en parler un peu plus tard, mais il y a quand même une catégorie qui se sent abandonnée ou laissée pour compte, si on veut. Il y a des demandeurs d'asile qui sont ici, qui ont aussi travaillé dans le domaine soit de la santé ou n'importe quel autre domaine qui est considéré comme essentiel, mais qui ne font pas partie de ce programme ou qui ne sont pas admissibles à ce programme-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Exact, c'est vrai. En fait, un des prérequis de ce programme-là, c'est qu'il faut avoir un statut valide et être autorisé à travailler. Et du coup, par définition, ce n'est pas le cas des gens qui sont demandeurs d'asile au Canada, malgré le fait qu'ils soient autorisés à travailler. C'est un peu spécial au niveau du statut, c'est qu'ils sont autorisés à travailler, mais ils n'ont pas un statut valide. Et du coup, de facto, ils ne sont pas éligibles à ce programme. Ce que j'en pense, je pense que oui, on aurait dû faire peut-être plus pour ces gens-là. Il me semble, alors je ne suis pas un expert du tout, mais il me semble qu'il y a un programme pour les demandeurs d'asile, une politique d'intérêt public spéciale pour les demandeurs d'asile pour faciliter l'accès à la résidence permanente aussi. Oui, il existe un tel programme, mais ce programme, à mon humble avis, c'est que ce programme est quand même assez limité parce qu'il faut avoir accompli un certain nombre d'heures, je pense 120 heures, pendant une certaine période, depuis mars
2020, je pense, jusqu'au mois d'août 2020. Donc, pour ceux qui ont travaillé pendant les moments forts de la pandémie, ces personnes-là, oui, peuvent être admissibles, mais toutes ces autres personnes, demandeurs d'asile, qui ont travaillé soit après cette période ou dans d'autres domaines autres que les domaines de la santé qui sont affichés, ne sont tout simplement pas admissibles. Mais ce n'est pas grave, on en discutera peut-être plus en profondeur. Peut-être même que le gouvernement est en train de travailler à ce moment sur un autre programme pour les inclure eux aussi. On ne sait pas comment cela pourrait se conclure parce que parfois, on a vu beaucoup de surprises hein, de la part de l'immigration ces derniers jours. Non, mais c'est tout à fait possible. Ouais. D'ailleurs, il se peut très bien que le gouvernement arrive avec des surprises, même des amendements à ce programme dont on va parler aujourd'hui. Mhm. Notamment, on en parlera, je pense, tout à l'heure, notamment par rapport au permis transitoire qui Mhm. permet de rester justement jusqu'à l'obtention de sa résidence permanente, qui est un des points noirs pour l'instant du programme pour certaines personnes. Mais l'IRCC a promis d'y travailler, qu'ils allaient sûrement venir avec quelque chose. Et donc, je pense qu'on va pouvoir sûrement avoir des surprises de ce côté-là, je pense aussi. OK, alors parlons-en de ce programme dans les détails. Alors, en quoi consiste-t-il? Qui est admissible? Comment on fait pour y participer? OK. Alors, ce programme, ça dépend comment on compte. On peut le voir comme on veut. Il y a soit 2 volets, soit 3 volets, soit 6 volets en fonction de comment on veut compter. Oui, 2 volets, c'est parce qu'en fait, il y a 2 catégories de personnes qui sont concernées. Il y a les étudiants d'un côté et les travailleurs essentiels de l'autre. de l'autre. Dans les travailleurs essentiels, on va trouver 2 catégories, ce qu'ils appellent des volets, du coup, un volet A et un volet B. Le volet A, c'est pour les gens qui sont professionnels de santé. Mhm. Et le volet B, c'est pour les gens qui sont pas dans la santé, mais qui sont dans des professions jugées essentielles, Essentiel. dont leur profession appartiennent à une liste qui a été déterminée par le gouvernement, qui est une liste de professions essentielles. On peut en discuter, on peut dire qu'il y a d'autres métiers qui mériteraient d'être dans la liste et d'autres qui Ouais. sont dans la liste qui ne mériteraient peut-être pas d'y être, mais Ouais. bon, voilà, la liste est faite, c'est comme ça. Donc, c'est une façon de dire qu'il y a 3 volets. Pour arriver à 6, en fait, c'est qu'il y a aussi une distinction par rapport à ces catégories, c'est qu'il y a des quotas qui ont été fixés. Oui. Donc, il y a 40 000 places pour les étudiants fraîchement diplômés. Étranger, oui. Il y a 30 000 places, 20 000 places pardon, pour les travailleurs de catégorie A, donc c'est-à-dire les travailleurs de santé. Mhm. Et il y a 30 000 places pour les travailleurs du volet B, c'est-à-dire les travailleurs de métiers essentiels qui ne sont pas de la santé. C'est ça. Et à côté de ça, il n'y a pas de quota dans les mêmes catégories pour les francophones. Ou en tout cas pour les personnes qui peuvent justifier d'un test de langue, d'un niveau de langue qui n'est pas très élevé en plus, Mhm. en français. Donc c'est pour ça qu'on sépare, il y a vraiment 2 catégories, les francophones, disons, et les non-francophones d'un côté. Et chacune de ces catégories a ces 3 volets, donc étudiants et travailleurs essentiels. OK. Et alors, comment À on l'heure fait actuelle, pour... on en est, à l'heure actuelle, au niveau des quotas, on en est, j'ai regardé un peu hier, les quotas pour les étudiants fraîchement diplômés ont été atteints quasiment en une journée, un peu plus d'une Ouais. journée. Ouais. Donc là, il y a plus possibilité de faire une demande si vous êtes étudiant fraîchement diplômé non francophone. Voilà. Ça, c'est plus possible via ce programme. Au niveau des travailleurs de catégorie B, donc les personnes qui ne sont pas liées au domaine de santé, on en a à peu près à un tiers. On a 10 Mhm. 000 demandes sur les 30 000. Et on est à un peu plus de 1 000 demandes sur les 20 000 demandes, sur les 20 000 places possibles pour les travailleurs des métiers de la santé. Donc, il reste des places pour les Il reste beaucoup de non-francophones. place. Il reste beaucoup de places. Et pour les francophones, évidemment, il reste de la place quoi qu'il arrive parce qu'il n'y a pas de quota. C'est Et le ça. programme va continuer jusqu'au 5 novembre. Et je trouve quand même quelque chose, j'ai l'impression que le site Internet semble porter certains clients à confusion parce que j'ai reçu quand même quelques appels de certains francophones qui pensent que le programme est fermé. Ils sont étudiants francophones, mais qui pensent que le programme est fermé parce que lorsqu'on Okay. va sur le site Internet, ça dit complet. Ça affiche complet, alors que pour les francophones, il y a encore de la place. Ça ne ferme pas, comme vous venez tout juste de le Bien sûr. rappeler, justement, ça ne ferme pas jusqu'au 5 novembre. Et je pense qu'il y a un petit problème de communication à ce niveau-là, mais bon, ça, je ne sais Il y a, pas comment est-ce qu'on pourrait faire pour... Qu'est-ce que vous en il y a pensez? 2 endroits où on peut voir, il y a 2 endroits où on peut voir ça. Sur le site d'IRCC, il y a 2 tableaux, en fait. Il y a un tableau qui est pour les non-francophones, un tableau pour les francophones. Mhm. On voit clairement la différence. Et
et aussi quand on fait une demande ou quand on s'inscrit, parce qu'il y a un portail dédié pour cette demande-là. Donc, C'est quand on va ça. sur le portail dédié, on voit écrit tout de suite en orange rouge, là, il n'y a plus de place pour les étudiants diplômés. C'est écrit comme ça. C'est vrai que c'est un peu confusant, mais après, quand on va sur le menu déroulant, donc on doit choisir C'est ça, c'est le volet par exactement lequel ça. on veut passer, on voit qu'il reste 5 Ouais. possibilités Ouais, mais beaucoup se au lieu de limitent 6. justement quand ils voient il n'y a plus de place, alors ils se limitent là. Ah oui. Donc, nous vous encourageons, pour vous les auditeurs qui nous écoutez aujourd'hui, vous êtes étudiants ou travailleurs francophones, vous voulez profiter ou participer à ce programme, nous vous le répétons, ce programme n'est pas fermé pour les francophones, il ne fermera que le 5 novembre. Vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous, il va nous faire plaisir de vous accompagner. Alors, nous poursuivons. Sébastien, que pouvez-vous nous dire de plus? Le gros avantage de ce programme, pour certaines personnes, c'est qu'il est ouvert à des métiers qui font donc partie d'une liste qui a été prédéterminée, et ce n'est pas forcément des métiers qu'on attend, ou en tout cas, c'est des professions pour lesquelles souvent, ce n'est pas très simple d'immigrer. OK. Je pense notamment, il y a beaucoup de… je ne sais Beaucoup pas de si les auditeurs sont caissiers, par familiers avec exemple. les… Exactement. Tout ce qui est notion de métiers qualifiés, c'est des métiers qui, en général, requièrent un diplôme universitaire. Mhm. Et là, en tout cas dans la catégorie B, il y a quasiment plus de la moitié des professions éligibles qui ne sont pas des métiers déqualifiés, qui sont des Mhm. métiers, euh, ce qu'on appelle des semi-qualifiés ou pas Ou qualifiés. pas qualifiés Il y du a tout. par exemple le métier de caissier ou chauffeur, livreur, facteur, toutes Mhm. ces professions qui en général ne sont pas forcément admissibles en tout cas, ne sont pas du tout admissibles par exemple à l'entrée express. C'est ça. C'est toutes ces professions pour lesquelles, en général, on privilégie de passer par un programme provincial, donc plus long, aussi plus cher, etc. Mais c'est vraiment une chance pour les gens qui ont acquis de l'expérience au Canada dans ces professions-là. Mhm. C'est vraiment une chance. Et c'est aussi une chance pour beaucoup de… Alors, il y a aussi beaucoup de confusion par rapport aux étudiants. OK. La principale différence avec l'entrée express, par exemple, c'est que l'expérience acquise pendant les études au Canada compte. C'est ça. Dans le cadre C'est-à-dire de que ce programme, cette dans le expérience, cadre de ce programme, exactement. Donc, contrairement si on à Entrée Express, oui, tout à à fait. l'entrée express. C'est-à-dire qu'une personne qui serait diplômée du Canada aurait la possibilité de passer par le programme, par le volet des étudiants diplômés. Mais si cette personne a travaillé pendant ses études, fait des petits boulots comme caissier dans un Dollarama ou un Ouais. supermarché ou quelque chose comme Mhm. ça, comme beaucoup d'étudiants font, Mhm. il a aussi la possibilité, s'il a acquis suffisamment d'heures, de passer par le volet des travailleurs. Et ça, c'est C'est ça. intéressant. C'est très C'est intéressant. Et intéressant notamment pour les gens qui sont liés par les quotas, parce que justement, ces gens-là, s'il n'y a plus de place pour les travailleurs, pour les étudiants diplômés, ils il y a de peuvent la place aller pour dans les l'autre programme. travailleurs. Ouais, OK. Mais beaucoup se posent la question aussi, justement, est-ce qu'ils peuvent soumettre une demande ou, disons, deux demandes dans différents programmes, soit entrée express dans le cadre de la catégorie d'expérience canadienne, et puis en même temps soumettre une demande dans le cadre de ce programme ici? Bien sûr, c'est possible d'envoyer plusieurs. C'est même techniquement possible d'envoyer même. C'est toujours possible d'envoyer plusieurs demandes, quoi qu'il arrive, d'envoyer même 2 demandes d'entrée express, c'est toujours possible. Mhm. Évidemment, il y en aura, même si les 2 sont valides, il n'y en aura qu'une qui ira au bout, et forcément, il y aura une perte d'argent, quoi qu'il arrive, parce C'est que ça. l'autre sera forcément refusé. Mais je sais qu'il y a des gens que ça intéresse de faire les 2 demandes parce qu'ils pensent avoir plus de chances dans l'un que dans l'autre. Après, moi, je privilégie. Quand j'ai des clients qui sont dans ce cas-là, je leur demande de privilégier un petit peu, de bien réfléchir à leurs options et de privilégier. Si leur demande est favorable, enfin, on ne peut pas présupposer que la demande va être favorable, mais on peut savoir, on a l'expérience. Maintenant, on sait que, en regardant les documents, on sait que telle demande ou telle demande va avoir des chances d'aller au bout. Mhm. Mhm. Euh, Si les gens hésitent entre l'entrée express et ce programme-là, c'est complètement légitime parce que, comme je l'ai dit, dans ce programme-là, il n'y a pas que des métiers non qualifiés, il y a aussi des métiers qualifiés. Donc, forcément, les gens qui ont Exactement. de l'expérience dans un métier qualifié sont aussi éligibles à l'entrée express, C'est ça. de facto. Mhm. Et donc, ces gens-là, il faut choisir. Alors, il y a aussi une dimension en plus avec l'entrée express, c'est qu'il y a un système de points. Exactement. Donc, on peut être éligible, mais on peut ne pas avoir assez de points. Donc, dans ce cas-là, évidemment, on passe par le nouveau programme parce Mhm. qu'il n'y a pas de système de points. Maintenant, si on a suffisamment de points, les points sont assez bas en ce moment, justement, avec la pandémie. Surtout avec les 75 points là, qui ont été annoncés. Exact, Justement, vous avez mentionné les 27 000 invitations qui ont été annoncées récemment. Donc, les points le plus bas qui ont été annoncés, c'était 75, si je ne me trompe pas.
exactement. Et le dernier tirage était à moins de 400 points, 397. Ouais. C'est pas très haut. Il y a des gens qui n'atteignent toujours pas ces points. Donc, pour eux, évidemment, le nouveau programme est vraiment bien. Pour les gens qui ont les points et qui hésitent entre les deux, je pense quand même que l'entrée express, moi, je privilégie l'entrée express Ah oui, OK. dans le sens où on n'a pas de retour sur la durée des traitements de ce nouveau programme encore. Mais moi, je pense que ça va être quand même plus long que par l'entrée express, quoi qu'il arrive. Je me trompe peut-être. Je pense que ça va être plus long par l'entrée express. Évidemment, il y a des coûts différents parce que l'entrée express, il faut justifier de plus de choses, donc il faut certainement faire plus d'efforts financiers. Mhm. Tout simplement, par exemple, justifier d'un diplôme n'est pas obligatoire pour passer par l'entrée express dans la catégorie d'expérience canadienne, mais sans ça, on sait que c'est difficile d'obtenir les points suffisants. Tout à fait, vous avez Donc, raison. je voulais juste dire, donc souvent c'est bien pour avoir les points, pour pouvoir être tiré au sort justement pour l'entrée express, pour pouvoir être invité à présenter la demande, c'est bien de faire ça dépend d'équivalence de diplôme, Ouais. chose qu'on n'a pas besoin de faire dans le nouveau programme. Donc, c'est toujours un coût qu'on n'aura pas à avoir, c'est sûr. Mais il y a, et j'allais mentionner au sujet de délai, je suivis l'entretien du ministre, justement, une question lui avait été posée à ce sujet-là. Il indiquait, lui, oui, bien entendu, c'était un souhait, il souhaitait que les premières demandes, en tout cas que les décisions aux premières demandes soient fournies avant la fin de cette année. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste? Est-ce que ça va se faire? Ou ça pourrait se faire? Je pense qu'ils ont la possibilité de le faire. Je ne sais pas si ça arrivera. Moi, je me fie au fait que pour l'instant, en tout cas, pour les gens qui ont fait une demande, on n'a pas encore reçu d'accusé de réception, par exemple, de la demande, ces choses-là qu'on obtient assez rapidement quand on fait une demande d'entrée express, par exemple. Oui. Alors, est-ce que ça vient du fait que le programme est complètement récent et que ça va se passer différemment, parce que tout est différent avec ce programme-là par rapport aux autres programmes, et au fait que l'entrée express est un peu plus rodée et que du coup, c'est un peu plus automatisé, Oui, etc. c'est ça, peut-être bien. Encore une fois, c'est possible. Il y a deux écoles. Il y a des gens qui pensent que ça va être traité en 6 mois et des gens qui pensent que ça va être plutôt traité en 1 an. OK. Et beaucoup disent que il y a les francophones ont été privilégiés. Pourquoi est-ce que les francophones sont privilégiés? Les francophones sont privilégiés depuis quelques années parce que il y a une volonté du gouvernement d'augmenter le niveau de francophones hors Québec. C'est-à-dire que un des objectifs, on a parlé des objectifs d'immigration, en termes d'immigration tout à l'heure, Oui. un des autres objectifs du gouvernement, des grands objectifs du gouvernement en matière d'immigration, c'est d'avoir 4% de francophones, d'atteindre 4% de francophones hors Québec d'ici à 2023, je crois. OK. Et là, il me semble qu'on n'en est même pas. Je pense qu'à On touche. 1,5 ou quelque chose comme ça. Voilà, j'aurais dit un peu plus peut-être, mais on n'en est pas là, en tout cas, c'est sûr. Et du coup, on voit depuis plusieurs années un effort envers les francophones. Il y a la mobilité francophone, dont on a parlé tout à l'heure, depuis 2016, qui existait déjà avant, mais qui avait été sous une autre forme, qui avait été supprimée et qui était revenue. Et il y a le fait il y a quelques mois en arrière, ils ont augmenté aussi le nombre de points dans Entrée Express pour les francophones et les bilingues. Et puis là, voilà, avec cette volonté de ne pas mettre de quotas pour les francophones dans ce nouveau programme, ça incite justement les francophones de plus en plus à immigrer et à rester hors Québec. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais ce programme, évidemment, comme beaucoup de programmes, comme Entrée Express et tout, ne concerne pas les gens qui ont l'intention de résider au Québec. Une des conditions, c'est d'avoir l'intention de résider hors Québec. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais une question, donc pour toi, comment ça se fait que les francophones ne semblent pas être très intéressés, en tout cas, à venir au Canada et à l'extérieur du Québec? Il semble que le gouvernement fournit énormément d'efforts pour les attirer, mais il a de la difficulté. Que se passe-t-il? Moi, je pense en étant présent sur les réseaux et dans les groupes de francophones et de discussions, etc., sur les francophones, pas forcément à Vancouver, parce que je suis sur d'autres groupes de discussion, je sais que la progression majeure des francophones qui arrive ici, c'est évidemment la barrière de la langue. Il y a des gens pour qui, évidemment, l'anglais fait un peu peur, qui n'ont pas les bases en anglais, qui pensent ne pas avoir les bases en anglais, qui ont peur
de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir s'intégrer, de ne pas pouvoir profiter de leur immigration et d'avoir des difficultés à trouver un travail. OK. C'est vrai dans la plupart des cas. Moi, je dirais, pour avoir vu des gens arriver au Canada en parlant très très peu, parce que comme je disais, je m'occupais de ce groupe-là, je m'occupais aussi, j'étais président de Vancouver en français jusqu'à il y a encore quelques mois, D'accord. une association qui fait de l'accueil des francophones, ou des Français en tout cas, même OK. francophones, OK. en Vancouver. Donc, on a vu arriver des personnes francophones, françaises, avec un niveau d'anglais vraiment très bas, voire inexistant. D'accord. OK. Et vraiment, l'immersion aide beaucoup. Le fait de travailler en anglais OK. ou de vivre en anglais, vraiment, ça va très, très vite, je pense. On voit de plus en plus de francophones maintenant vouloir quitter le Québec, des gens qui sont arrivés au Québec, mais qui maintenant pensent à aller s'installer ailleurs. Mhm. Pour aussi une autre raison, c'est que le Québec maintenant devient très, très compliqué en matière d'immigration. C'est ça, c'est vrai. Depuis juillet 2020, la réforme du PEQ, du programme Expérience d'expérience du québécoise. Québec, Mhm. c'est vraiment difficile d'obtenir ce qu'on appelle le certificat de sélection du Québec. Mhm. Et même avec ça, une fois le certificat en poste, la demande, les délais sont très très longs. La Les demande est très délais très sont longue. extrêmement longs. Ouais. Voilà. Donc, il y a des gens qui commencent à réaliser ça aussi, réaliser entre guillemets leur erreur d'être parti au Québec. C'est pas vraiment une erreur, mais je veux dire, parce que l'expérience accumulée au Québec comptera pour de toute façon une migration, quoi qu'il arrive dans le reste du Canada. Mais il y a des gens qui commencent à réaliser que immigrer par le Québec va leur prendre énormément de temps, voire pour ceux qui arrivent après juillet 2020, donc, Ouais. va être très compliqué. Va être très, très compliqué parce qu'on demande maintenant, pour rappel, on demande 2 ans d'expérience qualifiée au Québec Mhm. pour obtenir le CSQ, le certificat, par le programme PEQ. C'est-à-dire qu'une personne qui arriverait en PVT, c'est la majorité des Français francophones que je connais qui arrivent comme ça, Ouais. une personne qui arrivera en PVT ou en JP, enfin un permis comme ça, avec 2 ans de permis de travail, il faudrait qu'il travaille immédiatement le premier jour pour obtenir ces 2 ans d'expérience et que C'est quasi tout de suite, il impossible. arrive à enchaîner sa demande de CSQ, ce qui est très difficile. Très Ouais, difficile. ouais. Donc, conseilleriez-vous maintenant aux francophones qui sont au Québec de déménager pour venir profiter de ces programmes? Si vous avez, par exemple, un client qui est présentement au Québec, qui a une expérience au Québec et qui a peut-être déjà soumis la demande de résidence permanente, mais dont il attend encore la réponse, est-ce que vous le conseilleriez de soumettre une demande dans le cadre de ce programme? Si oui ou sinon, pourquoi? Qui aurait fait une demande au Québec déjà de résidence permanente. Oui. En règle générale, les gens qui sont au Québec et qui ont un problème d'immigration et qui viennent me parler, c'est parce que c'est des gens qui justement se rendent et n'ont pas encore fait leur demande justement de résidence permanente parce qu'ils n'en sont même pas là, parce que justement, avec cette réforme du PEQ, ça met longtemps avant d'arriver là. Parce qu'on rappelle que le Québec, c'est un programme spécial dans le sens où c'est le seul programme qui choisit ses immigrants. Donc, du coup, avant de faire une demande d'immigration au Québec, on est obligé d'obtenir d'abord le certificat de sélection du Québec. C'est-à-dire, c'est comme, pour les gens qui nous écoutent, qui sont un peu familiers avec les programmes provinciaux, comme les PNP, ces choses-là, ce serait comme un PNP imposé par la province, un petit peu. Donc, il faudrait d'abord être nominé par la province, être sélectionné par la province, et après, pouvoir faire sa demande de résidence permanente. Et souvent, les gens n'arrivent même pas jusqu'au CSQ, même pas jusque-là, parce que c'est compliqué. Donc, souvent, je leur dis évidemment de voir ailleurs s'ils peuvent voir ailleurs, parce qu'en plus, ils peuvent valoriser la différence du PEQ par rapport aux autres provinces. C'est que l'expérience acquise au Québec, si c'est l'expérience qualifiée, évidemment, elle peut compter pour l'entrée express. C'est ça, c'est une expérience au Canada. Exactement. L'entrée express, pour l'expérience canadienne, on veut de l'expérience canadienne, donc au Canada. C'est ça. Le Québec, n'en déplaise à encore beaucoup de gens, et au Canada. En revanche, pour le PEQ, le programme d'expérience québécoise, l'expérience doit être acquise au Québec. L'expérience acquise en dehors du Québec ne compte pas. C'est ça. Donc ça, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est plus compliqué pour les gens d'immigrer. Maintenant, une personne qui aurait fait une demande de résidence permanente déjà au Québec, donc aurait un CSQ, et qui voudrait maintenant immigrer par ce programme-là, ce n'est pas impossible, mais ce sera plus difficile pour elle dans le sens où maintenant elle devra justifier son intention de vivre à l'extérieur du Québec.
C'est Et ça. ça, c'est très difficile parce que ce n'est pas blanc ou noir, il n'y a pas de règles. Mhm. Euh, Ça va être à l'appréciation de l'agent qui va étudier le dossier. Et, euh, Ok. ça peut passer, et comme ça ne peut pas passer. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Il va Du falloir dossier. vraiment montrer du dossier, exactement. C'est ça. C'est Avec une ça. résidence permanente en cours, c'est difficile, c'est plus difficile de justifier. Voilà. Quelqu'un qui serait déjà au Québec, qui aurait étudié au Québec ou qui aurait juste travaillé au Québec, Mhm. mais qui n'aurait pas fait de démarche encore, maintenant, ce serait moins difficile. J'ai eu un cas hier d'un client euh, qui a étudié au Québec, D'accord. qui a obtenu son CSQ, donc il a son CSQ, mais il a déménagé à Vancouver quand il a appris l'existence de ce programme-là, donc il est maintenant à Vancouver, il travaille OK. à Vancouver, OK. euh, et je pense qu'il n'aura pas de problème, parce qu'il est déjà hors Québec maintenant, donc il n'aura pas de problème de démontrer l'intention. Le problème qu'il avait, la question qu'il me posait, c'est qu'il a parce qu'il a son CSQ, et D'accord. qu'il pensait que ça pourrait être un frein à ça, parce qu'il a son CSQ. Et je lui ai expliqué que quand il a obtenu son CSQ, ce programme-là n'existait même pas. C'est ça. À l'époque, sa seule chance, peut-être, C'était pratiquement sa seule option. c'était pratiquement sa seule option, c'est de passer la voie normale, CSQ, résidence permanente par le Québec, etc. Mhm. Mais il est arrivé ce programme dont personne ne pouvait prévoir qu'il allait arriver, il est arrivé, et d'un coup, il a une nouvelle option. Et il a Mhm. décidé, en accord avec ce programme-là, parce qu'on lui demande de ne pas vivre au Québec, donc il a décidé, via les recommandations de ce programme, de partir. Il est C'est ça. parti, Mhm. et il a fait sa demande via ce programme-là, et pour moi, il n'y a pas de souci, parce que, encore une fois, on peut pas lui dire qu'il a voulu contourner les lois du Québec, parce que ce programme-là, encore une fois, n'existait pas C'est quand il a ça. fait sa demande. Tout à fait, tout à fait. Mais pour revenir encore un peu plus dans le détail dans ce programme, il y a également des défis par rapport à ce programme. Quels sont les défis avec ton expérience, avec les rencontres que tu as faites? Quels sont les défis que tu as rencontrés jusque-là? Le principal défi, et un des défis, corrige-moi si je me trompe, mais c'est le seul programme, à ma connaissance, où il y a peut-être d'autres, qui demande, au moment de faire la demande de résidence permanente, de travailler, d'être à l'emploi. Ouais, d'être à l'emploi, Voilà. oui. Avec l'entrée express, on n'est pas obligé d'être à l'emploi. On peut très bien, c'est basé sur le fait qu'on ait accumulé de l'expérience. Mhm. Là aussi, dans ce programme-là aussi, il faut avoir accumulé de l'expérience ou avoir obtenu un diplôme canadien. Mais au moment de faire la demande, qu'on soit dans la catégorie des travailleurs essentiels ou des étudiants, il faut travailler. Il faut être à l'emploi au moment de travail. Et d'ailleurs, on demande dans une des documents, on demande beaucoup de documents, et un des documents qu'on va demander, c'est preuve d'emploi actuel, c'est-à-dire une lettre de l'employeur actuel pour prouver qu'on travaille bien. Alors, il est pas nécessaire d'être à l'emploi au moment de la décision. Par contre, il est nécessaire d'être présent au Canada OK. et être autorisé à l'être. On n'est pas obligé de travailler, mais en tout cas, on peut être présent au Canada. On peut même être visiteur, par exemple. Il suffit D'accord. d'avoir l'autorisation d'être présent au Canada. Visiteur, Avoir un statut légal. avoir un statut légal, OK. ou même c'est possible d'être, si on n'est pas avec un statut légal, on peut être en rétablissement de statut. Mhm. Tant qu'on est autorisé d'une certaine façon à être présent, c'est possible. Et ça, c'est le gros problème. Effectivement, ça, c'est le gros point noir de ce programme. Mhm. Parce que, par exemple, pour des personnes qui auraient un emploi qualifié, D'accord. ce ne serait pas très compliqué. Par exemple, des gens qui sont en fin de permis de travail et qui font la demande via ce programme, leur permis de travail va sûrement expirer pendant la demande. Oui. Et du coup, il faut qu'ils trouvent un moyen de pouvoir rester au Canada. On peut faire une demande de fiche visiteur, par exemple, pour pouvoir rester en tant que visiteur, ça c'est possible. Mais là, on ne peut plus travailler. On ne peut plus travailler, et ça c'est compliqué, effectivement. Pour les personnes qui ont un emploi qualifié, encore une fois, ces gens-là vont pouvoir demander un permis de travail, la plupart, peut-être pas tous, mais ils auront des possibilités, via la mobilité francophone, de prolonger avec un nouveau permis de travail qui est dispensé de l'UMT, donc qui est assez facile à obtenir finalement. Oui. Pour eux, ce n'est pas un problème. Pour les étudiants, pour le volet des étudiants, on rappelle qu'il faut avoir obtenu un diplôme d'un établissement, Mhm. obligatoirement un établissement qui propose un Permis diplôme, de travail post-diplôme. un permis de travail post-diplôme. Oui. Donc, ces gens-là, et il faut que ce soit dans les 4 dernières années, donc ces gens-là, la plupart auront un permis de travail post-diplôme, donc ils auront quand même la possibilité de rester avec ce permis-là, donc ça, c'est pas un problème. Mhm. La population la plus à risque, disons, avec ce programme-là, c'est les gens qui ont des métiers, comme on a dit tout à l'heure, pas qualifiés.
Donc, tous ces gens qui ont des petits boulots, Oui. caissiers, facteurs, chauffeurs routiers, et qui arriveraient en fin de permis, qui auraient un permis d'un an ou de 2 ans, qui arrivent en fin de permis, comment ils vont rester? Ça, c'est compliqué. Et non seulement Avec, on considère que leur métier est essentiel, mais on ne leur donne pas le tremplin. Si jamais leur permis arrive à échéance, malgré le fait que leur profession soit essentielle, ils ne pourront pas travailler. c'est ça. Puisque la seule option qu'ils iront peut-être, c'est d'obtenir une fiche visiteur. C'est ça. En fait, ça vient aussi du fait que, c'est un peu technique, mais ce programme, en fait, il est issu de ce qu'on appelle une policy, ce qui n'est Oui. pas une loi, c'est pas comme l'entrée express, Mhm. qui instaure du coup des programmes économiques, et pour lesquels, du coup, quand on fait une demande de RP, de résidence permanente via l'entrée express, Mhm. et que son permis est sur le point d'expirer, on a la possibilité de demander ce qu'on appelle un permis de travail ouvert transitoire, Transitoire, oui. qui est justement quelque chose qui est mis en place justement pour faire le pont. Souvent, justement, on appelle le bridging permit, c'est pour Oui. faire le pont entre les deux permis en attendant sa résidence permanente. Ce n'est pas possible légalement dans le cadre d'un programme qui serait issu d'une policy et pas d'une loi. Mhm. Ceci dit, il existe des programmes comme ça. Je ne suis pas non plus un expert, mais je sais qu'il existe, par exemple, le programme comment on appelle ça? Le programme des communautés rurales. Il faut que la ville dans laquelle on travaille fasse partie d'une communauté, ce qu'on appelle Ouais, ouais, communauté ouais. rurale, etc. Il y a des conditions. Les gens qui participent à ce programme pour l'entrée express, pardon, pour la résidence permanente, Mhm. ont la possibilité de demander un permis de travail. Alors, ça ne s'appelle pas un permis de travail transitoire comme c'est le cas pour l'entrée express, et ce n'est pas un permis de travail ouvert. C'est un OK. permis de travail qui est lié Un soit à employeur. l'employeur, soit à l'endroit où on travaille. Mais c'est une sorte de permis qui a été mis en place justement pour contourner le fait que, parce que ces gens-là, ce sont des travailleurs qui sont des travailleurs forcément pas souvent qualifiés, Mhm. pour leur donner la possibilité de rester. Et je pense, et IRCC l'a confirmé plus ou moins, qu'ils allaient travailler sur quelque chose de similaire pour ce programme-là. Pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, les gens qui ont des petits boulots pas forcément qualifiés, qui ont fait une demande et que leur permis a expiré, sont un petit peu coincés. Euh, mais il y a quelque chose qui devrait pouvoir voir le jour. Alors, il y a toujours la possibilité d'obtenir une étude d'impact sur le marché du travail, qui est toujours possible, Ouais, mais pour ces boulots-là, c'est souvent difficile. c'est Ça va être ça. difficile de justifier, parce qu'on rappelle, hein, pour obtenir une étude d'impact favorable, il faut démontrer que l'employeur a fait les efforts nécessaires pour Exactement. recruter Exactement. dans le domaine, et qu'il n'a pas trouvé quelqu'un alors qu'il prend cet étranger. Et du coup, évidemment, on pense au métier de caissier, par exemple, ça va être difficile de justifier qu'on a trouvé personne On pour faire le appelle, ouais, travail. ouais, ouais. Et puis les délais sont longs quand même Et pour les ces délais sont longs, bien procédures-là. évidemment, les délais sont super longs. C'est ça. Mais il y a également d'autres défis, Sébastien, en termes des tests de langue, par exemple, les examens médicaux. Et beaucoup de monde se sont rués sur les centres de tests de langue qui, pour la plupart, étaient fermés aussi à cause des restrictions. Il y a des délais maintenant d'attente, de listes d'attente pour subir un test de français qui vont jusqu'au mois de septembre. J'ai vérifié moi, Mhm. hier, je regardais pour un client, je vois des listes d'attente jusqu'au mois de septembre. Ouais, Ça, ouais. ce sont des défis majeurs quand même à ce niveau-là. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai un client qui m'a envoyé un message tout à l'heure, qui était programmé pour septembre, et était content de me dire que quelqu'un qui s'est désisté, qu'il a une place là en juin. Donc, OK, cool OK. pour lui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Souvent, les centres, je ne sais pas comment sont gérés exactement les centres d'examen pour les langues, etc. Mais souvent, c'est déconnecté des décisions Mhm, mhm. par rapport aux décisions faites par le ministre de l'Immigration. Souvent, on lance de nouveaux programmes, mais les tests de langue ou même les examens médicaux ne suivent pas. Euh, Il n'y a pas de concertation entre les deux. Donc, effectivement, euh, la plupart des centres de langue ne proposent pas, par exemple, plus d'examens alors qu'on a une plus forte demande. C'est ça. Ouais, et du coup, c'est vraiment un problème. Et je sais que, comme j'ai dit tout à l'heure en préambule, le niveau de langue demandé est bien inférieur à ce qui est demandé en général pour l'entrée express, par exemple. OK. Euh, c'est similaire à ce qui est demandé, par exemple, pour l'entrée express pour des travailleurs de catégorie B, par exemple. Donc, je rappelle qu'il faut, pour les étudiants diplômés, on leur demande
un niveau de compétences linguistiques de ce qu'on appelle le niveau 5, Niveau 5, oui. alors que pour les travailleurs essentiels, ou même les travailleurs de domaine de la santé, on leur demande qu'il y a un niveau de compétences linguistiques de niveau 4, Niveau 4, oui. ce qui est bien inférieur à ce qu'on demande d'habitude pour Entrée Express. Pour Entrée Express, c'est le niveau 7 qui est requis, là, pour rappel. C'est le niveau 7 pour les travailleurs qualifiés et pour la cinq. CLC, c'est le niveau 7 pour les gens qui sont de 0 à A et 5 pour les gens qui sont de 0 à B. Exactement. 4, on le voit souvent pour les gens les catégories de métiers spécialisés, pour tout ce qui est écrit. Mais bon, c'est quelque chose, c'est un niveau assez bas. Et je sais de sources sûres qu'il y a beaucoup de non-francophones qui parlent un peu français, qui vont aussi passer le test de français parce que le niveau est assez bas et que c'est faisable. Il peut réussir. OK. Et donc, pour vous, nos auditeurs qui nous suivez aujourd'hui, il est temps pour nous de vous dire qu'il faudrait peut-être penser à profiter de soumettre votre demande maintenant, parce que ces programmes-là vont peut-être disparaître, ils ne seront pas là définitivement. N'hésitez surtout pas à entrer en contact avec Sébastien ou avec moi-même. Les coordonnées seront au bas, vous seront fournies au bas de cette vidéo dans la description. Vous pourrez contacter Sébastien avec Up North Immigration Consultation Service ou bien Balkan Immigration Services. Nous tendons tranquillement vers la fin de notre balado-diffusion, mais le temps pour moi simplement de poser quelques petites autres questions à Sébastien. Je voudrais savoir, Sébastien, quelles sont les erreurs communes que tu as remarquées, d'abord de manière spécifique dans le cadre de ce programme, parce que tu as quand même accompagné quelques clients, comme tu l'as mentionné. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as remarquées dans la gestion ou bien dans le traitement de ce programme d'immigration, d'abord de manière spécifique ce programme et de manière générale à d'autres programmes d'immigration? Avant, comment on va conclure, je voudrais par rapport à ce qu'on vient de dire avant, oui. Et ce que tu as dit tout à l'heure très justement, c'est vraiment le moment d'appeler les gens à faire leur demande maintenant et de ne pas attendre. Parce que vraiment, je fais pas mal de webinaires ces derniers temps et mon dernier transparent à chaque fois, ma dernière slide, c'est toujours en gros qu'il n'y a jamais eu un meilleur moment pour les francophones, en tout cas, pour immigrer au Canada. Tout à fait. C'est le meilleur moment depuis au moins très longtemps pour un francophone immigrer au Canada. Avec tout ce qu'on a dit par rapport à tous les programmes qui sont vraiment qui aident les francophones à venir, toutes les aides qu'on puisse avoir, le fait que les points d'entrée express soient si bas, le fait qu'il y ait ce nouveau programme, etc., c'est vraiment le meilleur moment pour un francophone d'immigrer au Canada. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Et à la différence des gens dont on parlait, qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent pas venir avec leur résidence permanente ou qui ne peuvent pas venir via le programme de travail qualifié, on peut toujours venir avec un permis de travail. Donc il y a toujours cette possibilité de faire le PVT. Le PVT est selon moi, plus facile cette année parce que comme il faut une offre d'emploi, alors c'est plus dur de trouver une offre d'emploi, évidemment, mais une fois qu'on l'a, c'est moins aléatoire, disons. Il y a toujours un mobilité francophone qui peut faire venir des gens de l'extérieur. Moi, j'ai fait venir pas mal de clients de l'extérieur qui ont trouvé un emploi ici et qui sont venus comme ça. Donc voilà, comme tu dis, hâtez-vous, c'est maintenant qu'il faut le faire avant que ça redevienne, que ça retourne à la normale. Alors, restez branchés. Nous allons certainement vous offrir d'autres épisodes dans lesquels nous parlerons en long et en large de ce programme Vacances-Travail. Nous parlerons également de la mobilité francophone avec Sébastien. Il a l'expérience là-dessus. Il connaît les ins and outs, comme on dit en anglais, de ces programmes-là. Donc, il va nous faire un grand plaisir de vous les présenter, ces programmes. Restez branchés et restez à l'affût, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement sur nos chaînes respectives, abonnez-vous sur nos fils Twitter et sur nos réseaux sociaux pour rester à l'affût. Et donc, Sébastien, je te posais la question sur les erreurs communes que tu as remarquées par rapport à ce programme, la voie d'accélérer à la résidence permanente ici, et dans le cas d'autres programmes d'immigration au Canada. Qu'est-ce que tu voudrais mentionné ici que tu as remarqué? Je réfléchis. Ce dont je parlais tout à l'heure, l'erreur commune, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ne pensent pas forcément, avec ce programme-là spécifiquement, que
l'expérience de travail OK, acquise pendant les études peut compter c'est ça, pour le programme. c'est ça. J'ai discuté tout à l'heure avec un client qui était persuadé de passer par le programme des étudiants, par le volet des étudiants, Mhm, des récemment diplômés. Et il s'avère, en fait, en recherchant un peu, que son établissement était un établissement désigné, donc ça avait l'air de coller. mhm, Mais en regardant un peu plus les prérogatives, on s'aperçoit qu'il faut que ce soit un établissement désigné qui permette l'accès à un permis post-diplôme, comme on dit tout à l'heure. c'est ça. Et là, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Donc, le volet des étudiants était fermé pour lui. Mais il s'avère qu'il a obtenu de l'expérience pendant qu'il travaillait. OK. Et du coup, il pensait que voilà, c'était fini pour ce programme-là, qu'il fallait tenter quelque chose d'autre. Et je lui ai dit non, a priori, c'est possible. Il faut regarder combien tu as d'heures de travail, etc. Mais c'est Mhm, possible, a priori, de passer par le volet des travailleurs, justement. c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est une misconception qui arrive assez souvent, ouais. OK. Euh, Au niveau des... Je peux tellement... par rapport au traitement des demandes, pour l'instant, on ne sait pas, on n'a pas de recul par rapport au traitement des demandes sur ce programme-là. Mhm. Je ne sais pas, est-ce que tu veux parler surtout des erreurs que les gens... Oui, oui, on pourrait parler des erreurs communes ou fréquentes que les gens commettent de manière générale, hein, Ou les mythes, ouais, ou les les mythes, mythes voilà. Oui. que les gens pensent. Oui, bah, par exemple, il y a toujours le mythe récurrent de, une, par exemple, une personne qui aurait un permis de travail fermé, OK. donc avec un employeur spécifique, et qui perdrait son emploi. Euh, Combien de fois on m'a posé la question de savoir, oui, bah, est-ce qu'il faut que je parte du sud du Canada, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, combien de temps j'ai pour partir, etc. Il faut savoir que si vous avez un permis de travail fermé et que vous perdez votre emploi, vous pouvez rester au Canada jusqu'à la fin de votre permis de travail. Jusqu'à Votre permis de travail l'expiration. n'expire pas quand vous perdez votre travail. Pardon. Mhm. Donc voilà, si vous avez un permis de travail de 2 ans et que vous perdez votre travail au bout d'1 an, vous pouvez rester encore 1 an au Canada avec ce permis-là. Évidemment, vous ne pouvez pas travailler avec ce permis-là parce qu'il est C'est ça. lié à cet employeur-là, Exactement. mais vous pouvez, si vous êtes francophone par exemple et que vous êtes hors Québec, vous pouvez demander un autre permis de travail avec la montée francophone. C'est assez facile, c'est très rapide. En ce moment, en moins d'1 mois, vous pouvez l'avoir. Euh, et aussi, on n'a pas parlé d'autre chose, c'est que par rapport à la mobilité francophone, on en parlera peut-être quand on fera un épisode dessus, Oui. ou d'autres permis de travail. Euh, Là, en ce moment, c'est Covid, donc c'est un petit peu compliqué. Il y a la crise sanitaire, etc. Mais quand on est exempté de visa, alors ça aussi, c'est quelque chose avec lequel je me base souvent avec les francophones. Oui. La différence entre un visa et un permis de travail, C'est ça. très important. Les Ouais. gens pensent qu'ils ont un visa alors qu'ils n'ont pas de visa. Quand vous êtes français, vous n'avez pas de visa, quoi qu'il C'est arrive ça. déjà. Parce qu'un visa, c'est quelque chose qui vous permet d'entrer dans le pays. Un permis de travail, c'est quelque chose qui vous permet de travailler. De travailler, c'est ça. Les Français n'ont pas besoin de visa, on peut rentrer au Canada comme on veut. Bon, pas maintenant, évidemment, mais on peut rentrer au Canada comme on veut, juste avec son passeport et pas besoin de visa. Un visa, c'est vraiment quelque chose qu'on colle dans le passeport, etc. On a quand même Euh, besoin de l'autorisation électronique de voyage. Si on vient en avion, si on vient Si par on la vient en terre, on avion. n'a pas C'est ça. besoin. Voilà. Mais, et du coup, c'est un gros avantage, parce que l'avantage d'être exempté de visa, c'est que ça permet de pouvoir demander un permis de travail directement à la frontière. Ouais. Et ça, c'est un gros. Encore une fois, pas en ce moment, parce que les frontières, c'est un peu délicat en ce moment. Ouais. Mais quand ça reviendra à la normale, Ouais. il vous suffira de venir. Enfin, il y a beaucoup de cas. Avant le Covid, ce qu'on faisait beaucoup, c'est que les gens venaient en visiteur. Alors, ça, mythe numéro 1 aussi. Oui. Les gens qui viennent en tant que visiteurs visiter le Canada, admettons un Français qui viendrait visiter le Canada, il a droit à 6 mois en tant que visiteur, Oui. Oui. touriste. Mhm. Les gens pensent qu'en étant visiteur, on n'a pas le droit de chercher un travail. C'est faux. On peut chercher on n'a pas le droit de travailler, évidemment, ça c'est C'est ça. interdit. Exact. On a le droit de chercher un travail. Rien n'empêche d'être au Canada et de démarcher des gens. Alors évidemment, c'est vrai que si vous arrivez au Canada avec une valise pleine de CV, ça va être retour directement. Ça, c'est sûr. Mais une fois au Canada, rien n'empêche de démarcher un peu, de parler avec un patron qui pourrait vous engager. Et effectivement, si vous trouvez un employeur qui est d'accord pour vous offrir un emploi qualifié hors Canada, parce que là on parle de notre francophone par exemple, hors Oui. Canada, Oui. vous pouvez faire vos démarches en ligne, ou là vous pouvez carrément prendre l'offre d'emploi avec vous, votre CV, etc., aller à la frontière. Tout à fait. Quand vous habitez pas trop loin, à Vancouver, moi j'habitais à Vancouver, par exemple, donc c'était à 40 minutes de la frontière, même pas. Mhm. Vous allez à la frontière,
et vous pouvez obtenir votre permis de travail directement à la frontière. Donc, en 1 heure de temps, et le lendemain, vous pouvez travailler. OK. OK. Et ça, c'est important de voir ça. Un autre mythe, par exemple, beaucoup, c'est les gens qui arrivent. Vous savez, quand on a un permis étudiant et qu'on est en couple, Oui. le conjoint d'un étudiant peut avoir un permis de travail ouvert. Permis de travail, oui. Exactement. Ou quand le conjoint est travailleur qualifié, donc il a un métier qualifié, Oui. et un permis de travail, que ce soit un PVT ou mobilité francophone ou n'importe quel permis de travail, mais qu'il a un emploi qualifié, son époux, son épouse peut avoir un permis de travail ouvert Un aussi. permis de travail, exact. Oui. Exactement. Alors là, il y a deux choses. Si la personne qui a l'emploi qualifié perd son emploi qualifié, comme on l'a dit tout à l'heure, Oui. son permis de travail est toujours valide. Oui. Et son épouse aussi, toujours valide. Quoi qu'il arrive, un permis de travail est toujours valide. Et maintenant, si les deux se séparent, ça peut arriver aussi, le permis de travail de l'époux est toujours valide aussi. À partir du moment où le permis de travail est émis, les deux peuvent se séparer. OK. Le permis de travail est toujours valide. Et donc, ça veut dire que lorsque on perd son emploi, le permis de travail demeure valide. La conjointe, l'autre qui a obtenu le permis de travail derrière le demandeur principal, appelons ça comme ça, son permis demeure valide, même en cas de séparation. Exactement. Et il faut savoir que pour annuler un permis de travail, ça arrive rarement. Il y a plusieurs façons, mais il y a vraiment deux façons d'annuler un permis de travail. C'est obtenir un ordre de déportation contre soi. Donc ça, c'est vraiment quand on a fait une grosse bêtise et qu'on vous déporte du Canada, et évidemment, on vous annule votre permis de travail. Ça, c'est une possibilité. Ou obtenir la résidence permanente. Le jour où vous obtenez votre résidence permanente, votre permis de travail est annulé. D'accord. Voilà. Mais sinon, ce n'est pas annulé. C'est-à-dire que même si vous... on fera peut-être une vidéo sur les stratégies, par exemple, qui sont intéressantes. Certainement. Par exemple, il y a une stratégie qui est très intéressante, c'est que quand on a un PVT, donc un permis de travail ouvert dont on parlait tout à l'heure, et qu'on veut immigrer via l'entrée express, on ne peut pas bénéficier de ce qu'on appelle les points bonus pour l'offre d'emploi, parce que pour l'offre d'emploi, il faut un permis de travail fermé. C'est ça. Donc la stratégie consiste à passer en permis de travail fermé avec une mobilité francophone, par exemple. Mais souvent, les gens hésitent avec ça parce qu'ils se disent, voilà, mais si je fais une mobilité francophone, je perds mon PVT. C'est ça. Ce qui n'est pas vrai, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on ne perd pas son emploi en faisant ça. On ne perd pas son permis de travail en faisant ça. Le permis de travail émis est toujours valide. Donc, si on passe en permis de travail fermé, et ben, ce qui se passe, c'est qu'on a deux permis. On a le PVT et l'autre permis. Les deux sont toujours valides. Jusqu'à l'expiration du PVT. C'est très intéressant. Moi, je suis très, très intéressé à apprendre ces stratégies-là. Pour nos auditeurs, je vous le dis également, vous voyez comment Sébastien, notre invité aujourd'hui, est spécialiste dans le domaine. Je vous demande de rester branchés parce que, bien entendu, nous aurons d'autres épisodes où nous parlerons en détail spécifiquement de ces questions-là. Il pourra partager avec nous des stratégies pour rester au Canada, si c'est ça votre souhait. Et donc, merci beaucoup à vous. Nous arrivons vers la fin, mais avant d'aller, la dernière rubrique aujourd'hui, Sébastien, nous allons te poser une question. Nous voulons te demander, s'il te plaît, de nous faire une confidence. Alors, tu vas nous dire quelque chose qui te concerne, bien entendu, mais qui va être une révélation pour nous ou pour les auditeurs. Okay. Ce ne sont pas mes vrais cheveux. Non, c'est pas vrai. Ben, c'est une surprise. Oui, bien sûr. Déjà, le fait que je sois chercheur, les gens ne savaient pas ça. En effet, je ne le savais pas. Je ne devrais pas dire ça parce que j'ai des clients qui m'ont regardé. Je suis un indécrottable joueur de jeux vidéo invétéré. Alors, ça se voit d'ailleurs. Je joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Ce qui ne m'empêche pas, je dis aux clients qui regardent, ce qui ne m'empêche pas de m'occuper des dossiers de mes clients en temps et en heure comme il faut. Exactement. Mais c'est vrai que je passe beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup trop de temps peut-être devant les jeux vidéo. Votre professionnalisme est sans doute, et donc le fait pour vous d'avoir le temps de jouer et de vous occuper de vos clients démontre tout simplement que vous savez vous organiser. Voilà. Vous savez où mettre vos priorités, chaque chose a son temps. Hein? C'est ça. Ouais. On va dire ça comme ça. Bien sûr, il faut également prendre le temps pour soi. Il faut prendre le temps de
entendre parce que lorsque on est trop surchargé, malheureusement, on a aussi la difficulté à se concentrer pour bien traiter les dossiers de nos clients en question. Il faut prendre un peu de recul, faire ce qui nous permet de nous détendre, de décompresser et revenir tout frais. Il y a aucun problème avec ça. Je suis tout à fait là-dessus. En tout cas, merci beaucoup Sébastien d'avoir accepté notre invitation. C'était une très belle conversation. J'ai personnellement appris beaucoup. Je suis sûr que nos auditeurs également. Vous en avez appris. S'il vous plaît, n'hésitez pas à nous communiquer ce que vous aimeriez entendre, sur quel sujet vous aimeriez que nous discutions pour nos prochains épisodes. Nous vous l'avons déjà promis, nous parlerons d'autres programmes tels que le programme de vacances-travail, le programme de mobilité francophone, ainsi que d'autres programmes. Nous n'allons pas nous concentrer que sur les programmes francophones ou bien sur les français, mais nous parlerons également d'autres programmes et nous ferons également des émissions en anglais. Je voudrais vraiment remercier Sébastien pour ce temps que tu nous as donné et je voudrais aussi te demander, est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose que tu voudrais partager avec nos auditeurs et surtout leur dire également comment entrer en contact avec toi. Si quelqu'un t'a entendu aujourd'hui, il dit, moi, je voudrais retenir les services de Sébastien, comment ils font pour te rejoindre et puis voilà. Déjà, je voudrais te remercier pour l'invitation. C'était très agréable. C'était vraiment très intéressant de parler avec toi pendant cette petite heure. Par rapport aux gens qui nous regardent, le message que je veux surtout faire passer, alors il y a deux messages. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le moment pour immigrer si vous êtes francophone. C'est le bon moment. Deuxième chose, il faut savoir que vous n'êtes jamais obligé de passer par un consultant. C'est très important. On ne peut pas vous forcer à passer par un consultant. C'est vraiment un point très important. Oui. Maintenant, évidemment, nous, ça nous arrangerait que vous passiez par un consultant. Mais ce qui est important surtout, c'est que si vous décidez de passer par un consultant, il faut absolument, ça c'est très très important, il faut absolument toujours vérifier que ce consultant est inscrit au registre de ICCRC. C'est très important du Conseil des consultants en immigration. Ouais. Vous pouvez trouver ça en ligne. Peut-être qu'on mettra un lien dans la description de la vidéo, par exemple, ce serait intéressant. Oui. Vous pourrez trouver le registre public des consultants en immigration. Toutes les personnes que vous verrez dans ce registre public, vous pouvez leur faire confiance. C'est des gens qui ont passé l'examen comme nous. C'est des gens qui sont habilités. Comme j'ai dit tout à l'heure, on fait beaucoup plus que de l'immigration au quotidien. On fait beaucoup d'administratif, justement parce qu'on a des garde-fous, justement parce qu'on a des obligations envers nos clients et aussi envers le conseil. On ne fait pas n'importe quoi la plupart du temps. Voilà, donc vraiment faites attention. Il y a beaucoup de gens qui vont vous proposer vos services, qui vont proposer des services à des prix exorbitants et qui ne feront même pas le travail. Faites attention de prendre vraiment un consultant qui est assermenté, certifié. Voilà, ça c'est tout pour moi. Pour me joindre, si vous voulez me joindre pour qu'on regarde votre consultation, pour qu'on regarde votre profil, vos options d'immigration ou pour réserver, pour passer par ce programme-là ou un autre, une adresse, donc c'est info@upnorthimmigration.com. Pareil, si on peut mettre le lien dans la description, ce serait sympa. Nous mettrons cela dans la description, bien entendu. Et puis voilà, encore une fois, voilà, faites vraiment attention aux faux consultants. Il y en a beaucoup, malheureusement. Parfait. Alors, nous mettrons les coordonnées de Sébastien dans la description, mais pour ceux qui nous écoutent en balado, si vous ne lisez pas, alors c'est Up North Immigration. C'est bien ça? Up North? Oui, c'est ça. Immigration.com. Voilà. Alors, merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain épisode. À bientôt. Merci.